Bonjour, aujourd'hui on parle d'Arthur Rimbaud, l'enfant prodige de la poésie française. Avant d'aborder l'analyse littéraire du sonnet Ma Bohème, juste quelques mots qui nous permettront de mieux cerner les principes esthétiques et la nature de l'inspiration de l'œuvre de cet auteur, l'enfant terrible de la littérature française. On le sait, Rimbaud fut un poète tout à fait hors du cadre. Essentiellement réfractaire à toute règle, soit-elle de nature sociale, culturelle ou politique, il a marqué un véritable tournant dans la poésie française moderne. Et cela d'une telle intensité jusqu'à conditionner encore de nos jours le destin du lyrisme contemporain. Alors, son œuvre, s'insérant dans une période très brève de sa jeunesse, à peu près de 15 à 21 ans, ne suscita aucun intérêt particulier à l'époque où il la composa. C'est incroyable, mais c'est comme ça. Ce fut Verlaine, avec qui il eut une liaison amoureuse absolument tourmentée. Donc, ce fut donc Verlaine à partir de 1883 qui révéla son génie poétique au public. Néanmoins, malgré sa modernité péremptoire et son caractère tout à fait inédit, sa poésie ne s'imposa qu'avant la fin du siècle, lorsque le poète avait déjà disparu de la scène, car il renonça à toute activité littéraire en 1875, à l'âge de 21 ans seulement. Alors, les thèmes. Quels sont les thèmes de la poétique de Rimbaud? Alors, au centre de la poésie rimbaildienne, on trouve la perte de l'innocence, l'individualisme et surtout la rébellion. Donc, d'une part, il exprime le refus de la petite bourgeoisie de province en renversant de façon souvent sarcastique et souvent irrévérente les symboles de la tradition. Il se heurte à l'injustice et il critique ouvertement le régime impérial. De l'autre, il exalte des valeurs telles que l'indépendance et le mythe de la vie bohémienne en plein air, par le biais de vers qui sont pleins d'espoir et d'une fraîcheur étonnante. Alors, au mois de mai 1871, Rimbaud rédige 2 lettres ayant une importance capitale pour l'histoire de la poésie moderne. Des lettres que l'on connaît sous le nom de « lettres du voyant ». Il envisage l'évolution de la poésie de l'avenir, et donc de la dissociation du moi, je à un autre, à la nécessité d'atteindre un état de voyant. Alors, je cite Rimbaud dans sa lettre à Paul Demeny du 15 mai 1871. Je dis qu'il faut être voyant, se faire voyant. Le poète se fait voyant par un long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens. On comprend très bien qu'une telle vision, afin d'être exprimée à travers ce dérèglement sensoriel, réclamait un nouveau langage poétique. Et en effet, la question du langage est tout à fait centrale dans la lettre envoyée à Paul Demeny. Bien que la référence à Baudelaire soit tout à fait évidente, Rimbaud souhaite non seulement un renouveau expressif au niveau des formes existantes, mais aussi et surtout, je dirais, une reformulation du code à la lumière des exigences dictées par la nouvelle qualité de la perception poétique. Je cite encore. Si ce qu'il rapporte de là-bas a forme, il donne forme. Si c'est informe, il donne de l'informe. Trouvez une langue. Cette langue sera l'âme pour l'âme, résumant tout, parfum, son, couleur, de la pensée accrochant la pensée et tirant.
Et donc dans cette citation, quand on dit « si ce qu'il rapporte », le pronom « il » se réfère bien sûr au poète. Alors les lettres du voyant furent publiées au XXe siècle seulement. Cependant, la complexité et l'étendue de son spectre linguistique, si ainsi on peut le définir, a permis à la génération symboliste de 1880 environ de briser toute contrainte stylistique imposée jusqu'alors par la tradition. Et la marque la plus tangible de sa modernité consiste en effet dans une ouverture sans précédent du discours poétique aux dimensions de la langue et de ses possibilités expressives tout à fait infinies. Et cela sans aucune crainte finalement d'en briser les codes qui lui étaient propres jusqu'alors. Parmi les poèmes en vers de 1871, le bateau ivre, le célèbre le bateau ivre et voyelle, représente ce qui est l'apogée de la première poésie rimbaudиenne. Et c'est là, justement, que l'on retrouve le plus l'esprit et la perspective de ces deux lettres. Dans le bateau ivre, Rimbaud trace un parcours qu'on peut définir de libératoire extatique. Là où, bien sûr, un bateau ivre de liberté, traîné et emporté par le courant des eaux, représente l'aventure surhumaine de la poésie, qui est vue comme un moyen de connaissance que l'on peut atteindre par des élans vers des mondes extraordinaires et à travers des visions inédites, jusqu'à une triste chute dans le terre-à-terre de la réalité. Voici le quatrain où ce sentiment est le plus évident. J'ai vu des archipels sidéraux et des îles dont les cieux délirants sont ouverts aux vogueurs. Est-ce en ces nuits sans fond que tu dors et t'exiles, millions d'oiseaux d'or aux futures vigueurs? Quant au deuxième poème, Voyelle, alors Rimbaud expose ici un exercice de poétique de la langue et sur la langue. Et cela dans une tentative extrême d'assortir en quelque sorte les images à des signes linguistiques tout à fait arbitraires et sans signification, tels que justement les voyelles de l'alphabet. Je cite un quatrain de voyelles. A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu, voyelles. Je dirai quelques jours vos naissances latentes. A noir corset velu des mouches éclatantes qui bombinent autour des puanteurs cruelles. Mais revenons à notre poème maintenant, Ma Bohème, faisant partie du recueil Poésie, publié en 1895. Alors, on y retrouve le thème du vagabondage, de la bohème, mais aussi celui de la nature, très fort dans ce sonnet. Ma bohème. Je m'en allais, les poings dans mes poches crevées. Mon paletot aussi devenait idéal. J'allais sous le ciel, muse, et j'étais ton féal. Oh là là, que d'amour splendide j'ai rêvé. Mon unique culotte avait un large trou. Petit poussé rêveur, j'égrenais dans ma course des rimes. Mon auberge était à la grande ourse. Mes étoiles, au ciel, avaient un doux froufrou, et je les écoutais, assis au bord des routes, ces bons soirs de septembre où je sentais des gouttes de rosée à mon front comme un vin de vigueur. Ou, rimant au milieu des ombres fantastiques comme des lyres, je tirais les élastiques de mes souliers blessés, un pied près de mon cœur. Alors, comme toujours, tout d'abord, quelques indications au niveau de la structure et de la métrique, donc la forme du poème. Alors, il s'agit d'un sonnet traditionnel, un sonnet tout à fait traditionnel composé de vers alexandrins.
Donc, ce qui de plus traditionnel et classique l'on pourra imaginer. Mais on verra par la suite que Rimbaud, ici, au niveau du plan stylistique, saura quand même s'affranchir des règles en manifestant ainsi son désir de liberté poétique. Alors, tout d'abord, il faut dire que c'est le poète qui parle dans ce sonnet, et il parle de lui-même. Il dresse donc son autoportrait. Hein. Alors, le poème s'ouvre dans le premier quatrain sur un verbe de mouvement, je m'en allais, qui est répété au troisième vers, j'allais, qui lance donc l'action et montre son état de vagabondage. Et cela avec l'imparfait qui a une valeur durative. En ce qui est l'image des points, au vers 1, donc les points dans mes poches, cela souligne la décision, hein, donc une attitude de révolte du jeune Rimbaud. Il se décrit comme un enfant pauvre, et cela est clair, évident, à travers les adjectifs tels que crevé, idéal, unique, blessé, et aussi par l'expression large trou qu'il utilise pour décrire ses vêtements. Alors, on disait que la nature est l'un des thèmes principaux de ce sonnet. Alors, la nature est un lieu de protection pour le poète. Hein. Elle a une fonction maternelle. Hein. Donc, quand Rimbaud utilise l'expression « le froufrou des étoiles hein, », c'est un mot qui évoque l'image d'une robe féminine. Ou bien encore la phrase finale « un pied près de mon cœur » qui reproduit assez clairement une position fœtale. Hein. La nature héberge le poète aussi. Hein. Mon auberge était la grande ours et le nourrit. Cela est évident au vers où on dit la rosée associée au vin. Hein, donc la rosée associée au vin de vigueur. Donc la nature qui nourrit le poète. Hein. Et la nature est donc surtout, chez Rimbaud, une reconstruction mentale hein, du poète. En ce qui est des champs lexicaux, on remarque la présence du champ lexical de la poésie, donc dans des mots tels que muse, rime, rimant, lyre. Et donc la présence de ce champ lexical montre que le voyage du poète, que le vagabondage du poète et la communion avec la nature sont pour lui une sorte de nourriture spirituelle. Hein, une nourriture spirituelle qui lui permet de composer ses vers. Et donc, il trouve son inspiration en plein air, au vers 3. On a ce passage « Sous le ciel muse, j'étais ton féal ». Il transforme les cailloux de petits poussés en vers, j'égrenais des rimes. Et la rosée lui donne la force spirituelle, hein, le vin de vigueur, comme on le disait auparavant, pour accéder à l'inconnu. Et au vers 12, on trouve rimant au milieu des ombres fantastiques. Comme on le disait auparavant, Rimbaud utilise le vers classique par excellence, l'alexandrin, mais il détruit souvent sa régularité, comme au vers 5, hein, où la césure coupe le mot culotte. Mon unique culotte avait un large trou. Ou bien au vers 7, le mot auberge, ou encore au vers 13, où la virgule ne coïncide pas parfaitement avec la fin de l'hémistiche. Donc, je rappelle, l'hémistiche, c'est la 6e syllabe. C'est la moitié du vers alexandrin qui se compose de 12 syllabes. Il utilise aussi des enjambements avec rejet. Et donc, cette alternance de vers réguliers et de vers qui ont, on pourrait dire, le débit de la prose, annonce en quelque sorte le vers libre et le poème en prose. Alors, une dernière considération au sujet du lexique de ce poème. Alors, Rimbaud mélange des expressions et un vocabulaire familier
tels que les mots paletot, culotte, trou, oh là là, avec des mots bien plus recherchés, hein, donc muse, féale, quelquefois dans la même phrase. Par exemple, mon paletot devenait idéal. Et donc ce mélange crée de l'ironie. Le poète joue avec son autoportrait, hein, qui se transforme en passant du féal à petit poussé ou sur ses souliers dont les élastiques deviennent les cordes d'une lyre, hein, au vers 13 et 14. Et donc en conclusion, on peut dire que de ce sonnet ressort une nouvelle image du poète rêveur et rebelle face à la société bourgeoise et au pouvoir en place.